Bonjour à tous. Bonjour Marion. Bonjour. Aujourd'hui, je suis donc avec Marion que j'ai envie de vous présenter. Moi, je me présente d'abord, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Je suis aussi auteure d'un livre qui sortira courant 2020 sur le burn-out parental et le burn-out professionnel. Et enfin, je co-anime actuellement un mastermind avec trois autres coachs. Nous sommes 4 coachs, dont Marion est l'organisatrice. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Marion et qu'elle nous parle un peu d'elle et de son parcours. Donc bonjour Marion et merci d'accepter cette interview. Merci Cathy, merci de m'inviter. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était que tu nous parles de ton expérience de ta dépression postpartum qui a eu lieu il y a quelques années. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment c'est. Enfin, déjà que tu te présentes et ensuite on parlera de ta dépression. Donc, Super, voilà. très bien. Et ben voilà, donc moi je suis Marion Reichlin. Je suis coach mindset et méta-coach. Donc c'est deux techniques de coaching complémentaires. Une qui est plutôt en train de travailler sur l'état d'esprit et la deuxième qui est la connaissance approfondie de soi à travers le vêtement, comme le vêtement est l'outil pour faire ça. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une carte de qui on est quand on est né avec les énergies qui nous ont traversées, enfin, qui sont en nous depuis que nous sommes nés. Et du coup, je te connais toi de notre formation de coaching LKB à Paris. Et c'est pour ça que tu connais un petit peu plus mon histoire, qui est aussi l'histoire avec ma fille il y a 4 ans, ma fille Alma, quand j'étais pas très bien, justement, quand elle est née. Donc, voilà. Ok. Donc du coup, est-ce que tu veux nous en parler de cette expérience-là et, voilà, déjà Tout nous à en fait. parler. Voilà. Alors, donc, quand ma fille est née, c'était ma deuxième fille. C'est ma deuxième fille. Dès le début, c'était très difficile, même avant la naissance. C'était difficile parce que je savais que mes parents voulaient venir, mais pour moi, de mon côté, je ne voulais pas qu'ils soient là pendant la naissance. Quand ils sont arrivés, il y avait des complexités de qui fait le dîner, etc., etc. Des détails qui ne sont pas forcément grands. Mais moi, en tant que maman, avec ce deuxième bébé et devoir être là avec mes parents, etc. Et tout ça, déjà les premiers jours, je me suis retrouvée des moments où j'étais dans ma chambre en train de, de vraiment c'était presque un blackout où j'avais besoin d'être toute seule, j'avais vraiment besoin de me séparer du reste parce qu'il y avait quelque chose d'hyper intense que je n'arrivais pas à contrôler. Et donc, c'était déjà de la dépression, en fait, à ce moment-là, sauf que c'était les premières fois que je vivais ça. J'avais toujours été émotionnelle dans ma vie, donc être émotionnelle, c'était pas nouveau, mais ça, cette intensité-là et ce manque de repères, ce manque de ce trou noir, je ne sais pas très bien comment expliquer, et bien c'était une des premières fois que je le vivais à ce moment-là. Et en fait, comme c'est arrivé une fois, je vous dire, ma fille venait de naître, je ne savais pas très bien ce que ça pouvait être. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne savais pas forcément mettre de l'importance dessus, de le nommer, de décider ce que j'allais faire avec. C'était juste ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Et donc, mes parents sont restés 2 semaines, ils sont partis. Et voilà, c'était, je veux dire, quand on a 2 enfants, on comprend bien que on sait que ça va être plus difficile. Voilà, donc je savais que ça allait être plus difficile, mais c'était vraiment difficile. C'était plus que juste difficile. C'était difficile où le soir, je passe après parce que je travaillais après, quand je suis revenue au travail quelques mois plus tard, eh bien, je passais tout le vendredi au lit. Tout le vendredi. Donc, je suis en Israël et le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Donc, du genre, le jeudi soir, j'arrivais et j'allais au lit jusque le vendredi soir, ou presque. Donc, des difficultés d'énergie, des manques d'énergie, euh, de la colère envers mon partenaire, envers tout, en fait,
envers moi-même aussi. Donc une période assez noire qui en fait a duré pas mal de temps parce que elle a évolué avec ma fille. Donc elle a évolué avec ma fille et donc à chaque fois je pensais que ça allait mieux. Ça allait mieux quand je vais revenir au travail. Je pensais que ça allait mieux quand ma fille serait plus grande. Je pensais que ça allait mieux quand donc elle est née en octobre. Quand l'été je serai avec ma famille 2 semaines. Je me suis dit ben ça va être génial l'été en famille tous ensemble. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait une réunion familiale. Je m'étais même acheté des nouveaux habits exprès pour ça, etc. J'étais toute enthousiaste d'arriver là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé ces 2 semaines-là, eh bien, c'était que je suis pas du tout, je suis retombée quoi, dans cette dépression encore pire. Ouais, c'était pas du tout soigné en fait, même plusieurs C'était, mois après. voilà, même plusieurs mois après, c'était pas soigné. Donc, c'était aussi bien déclenché par les événements extérieurs donc de moi qui me retrouvais dans ma famille. Donc, c'était très clair pour moi que la cause était bien plus ancienne que ma fille. Donc là, à cette époque-là, j'avais décidé d'arrêter de l'allaiter. Donc, il y avait ce processus-là qui, évidemment, elle avait envie de continuer, donc elle n'était pas très contente. Mais il y avait une réalité qui était que j'avais pas assez d'énergie, que je voulais passer à autre chose, que j'étais en vacances par rapport à mon travail, enfin plein de raisons pourquoi est-ce que j'avais décidé d'arrêter d'allaiter après c'était déjà 7 mois ou 8 mois, enfin c'était pas non plus 1 ou 2 mois, c'était quand même un long moment d'allaiter. Donc il y avait ce processus-là, il y avait les rapports dans ma famille. Et après 2 semaines, ben, j'étais retombée dans cette histoire où je me retrouvais à devoir aller au lit toute la nuit, toute la journée, quoi. Enfin, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas savoir bouger et en plus être jugée par l'extérieur parce que l'extérieur ne me comprenait pas, ne me soutenait pas. Et du coup, ne comprenait pas que je ne puisse pas être là quand il y avait des invités qui arrivaient et que voilà, j'étais supposée venir me présenter, mais moi je ne pouvais pas. Voilà, donc ça c'était compliqué, mais encore à ce moment-là, je n'étais pas encore allée voir une psychologue ou un docteur parce que je ne savais encore pas que ça s'appelle la dépression. Tu croyais que tu Donc, vivais quoi d'ailleurs à l'époque? ben juste des émotions intenses. Comme j'avais eu beaucoup d'émotions dans ma vie, donc par exemple, je suis à un mariage et quelque chose me touche, quelque chose de beau me touche, eh bien moi, je pleure naturellement. Enfin, c'est ma réaction immédiate. Donc la sensibilité, j'étais bien au courant que j'étais sensible. Donc pour moi, je pensais que c'était une extension de ça. Voilà, une extension dans le mauvais sens, enfin dans le mauvais sens parce que bon, j'aimais pas pleurer dans les mariages, mais au moins je savais que c'était parce qu'il y avait quelque chose de beau qui se passait, alors que là c'était un truc je comprenais bien que ça n'allait pas, Ouais. mais je savais pas que c'était la dépression. Je pensais juste que c'était mes émotions dans un différent contexte. Donc voilà, donc j'ai continué à travailler et j'ai continué à avoir des hauts et des bas, mais rien de vraiment, vraiment mieux qui s'est transformé. Et en fait, c'est en mars l'année d'après, donc août jusqu'en mars, c'était comme ça. C'est en mars l'année d'après que j'ai une voisine, j'ai eu en fait une discussion avec une voisine qui était pas très agréable comme discussion, je dois le dire. C'était un jour où j'étais chez moi tranquillement, je prenais justement du temps pour moi, j'étais toute contente de prendre enfin du temps pour moi. Et dehors, comme les jardins sont partagés là où je suis, eh bien, elle était aussi dans son jardin et on a commencé à parler. Et en fait, elle me disait comme quoi que ma façon d'être influençait tout le monde, influençait ma fille, c'était très direct ce qu'elle m'a dit et pas très gentil. Pas très gentil dans le sens, elle aurait pu me dire est-ce que tu as besoin de quelque chose. Elle aurait pu me dire tu veux être là pour moi, mais non, c'était vraiment juste me dire comment j'étais pas bien. Et en fait, juste à ce moment-là, il y avait par hasard
une conférence d'une psychologue sur la peur. Et j'avais remarqué que ma grande fille avait peur. Ma grande fille avait peur d'aller dans une chambre toute seule. Donc, les appartements là où je suis en Israël sont des petits appartements. Donc, quand elle va dans une autre chambre toute seule, c'est vraiment juste à côté. C'est pas à 100 km, c'est vraiment à 5 mètres de nous, sauf que c'est une autre pièce. Et elle avait peur de faire ça ou d'être toute seule dans une pièce. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller à la conférence pour écouter ce que la psychologue a à dire sur la peur des enfants. Quand je suis arrivée à cette conférence, j'ai réalisé que moi aussi, j'avais peur. J'avais eu une peur l'été d'avant. Une autre chose qui s'était passée, c'était que mon oncle était mort. Et quand j'étais allée le voir avant qu'il soit mort, je me suis retrouvée aussi très, très touchée. Et donc, je me suis dit, OK, je vais aller voir. Je comprends que ça ne va pas. Je vais aller voir la psychologue pour lui parler de la peur. Parce qu'il y avait cette peur que j'avais ressentie si fort autour de la mort de mon oncle. Si ça tombe, elle peut m'en dire plus, elle peut m'éclairer par rapport à ma fille, etc. Donc, je suis allée voir, je me souviens encore de téléphoner à la psychologue, et pour moi, dans ma famille, c'était pas du tout le genre de démarche qui était, c'est plutôt un truc tabou, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est même pas le faire, c'est juste qu'on connaît pas, quoi. Enfin, on ne va pas voir les psychologues. Mais il y a beaucoup de choses qui sont tabous dans ma famille, donc c'est pas contre les psychologues, c'est plutôt une des nombreuses choses tabous. Mais donc voilà, je me suis retrouvée à téléphoner à une psychologue. En plus, comme je suis en Israël, c'était en hébreu, donc j'avais un peu peur par rapport à la langue, mais je suis quand même allée. Il y a quelque chose qui t'appelait là-bas, en tous les cas. Oui, voilà, une ouverture. Et la psychologue m'a dit, écoute, le problème chez toi, c'est pas la peur, c'est la dépression. La peur autour d'une mort, c'est normal qu'on se sente très touché quand il y a un événement qui arrive temporellement, qui nous touche temporellement. Donc la réaction que j'avais eue, même si elle avait été intense, pouvait être normale dans le sens humain, quoi. Par contre, la dépression, ce que j'avais en plus, ce qui se dévoilait quand je venais chez elle, c'était autre chose. Et c'est marrant parce que ça veut dire que moi, j'appelle ça la dépression postpartum, mais le moment où j'ai su que c'est ça, que c'était de la dépression, c'est 1 an et demi après que ma fille soit née. Mais franchement, je pouvais déjà, si je regarde ce qui s'est passé quand ma fille est née, j'avais déjà ces moments-là de dépression, quoi. Enfin, Oui. voilà. Donc, C'est ça a duré. C'est assez surprenant parce que tu l'as appris longtemps après, 1 an et demi après, comme si ça n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé lors de la naissance de ta fille. Et pour autant, voilà, c'est des choses qui restaient, qui étaient ponctuelles, peut-être oui, ponctuelles. non, c'était juste dans le temps. Et en fait, donc, d'un côté, j'ai beaucoup de force en moi. Donc, j'ai utilisé ces forces pour avancer malgré tout, pour, je sais pas moi, nourrir ma famille malgré tout, etc., etc. Enfin, travailler. En fait, le travail, c'était un endroit que j'aimais beaucoup parce que c'était un des endroits où je pouvais oublier, voilà, où je pouvais, d'une manière ou d'une autre, ne plus être un peu moins émotive. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais pas du tout émotive. Donc, il y a eu pas mal j'ai eu pas mal de batailles mentales en moi quand il y avait au travail, je sais pas moi, quelqu'un qui passait dans le couloir et moi, pour une raison ou une autre, tout d'un coup, boum, un petit peu comme l'histoire avec le mariage où il y a des choses qui me touchaient. Mais là, je me trouvais au quotidien avec des choses qui me touchaient et qui faisaient que je devenais émotionnelle. Donc, c'était difficile cette période-là. Ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis allée voir la psychologue, c'était aussi ce que je faisais en parallèle. En fait, ça a très bien complémenté ce que je faisais en parallèle. Et ce que je faisais en parallèle, c'était des cours en ligne comme le cours de Flora Douville sur les habits et sur la méta. Donc, c'est la connaissance de soi. En fait, c'est ça qui est important, c'est la connaissance de soi. J'avais un autre cours en ligne sur c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, mais le nom, c'est l'AVM, c'est la vie en mouvement, je crois, l'Académie de la vie en mouvement. Et donc, c'était un
un autre cours en ligne pour pouvoir reprendre pouvoir sur son quotidien. Ce n'était pas justement pour la dépression spécifiquement, mais c'est pour tout être humain qui a envie de se développer. Et donc, je voyais mes progrès. Je voyais mes progrès aussi bien avec ces cours en ligne-là qu'avec ce que je faisais avec la psychologue. Donc, c'est ça qui a été vraiment super à ce moment-là, c'est que j'ai vraiment senti un mouvement de sortie. Donc, même si c'était encore difficile, c'était très difficile, c'était vraiment pas facile, eh bien, c'est tout d'un coup, il y avait quelque chose il y avait une voiture qui bougeait, il y avait un moteur en route, il y avait quelque chose il y avait de l'espoir dans un sens, alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'est ça. Alors, est-ce que tu dirais qu'il a fallu justement que cette psychologue-là te dise là, faites une dépression pour que les choses se mettent en route? C'est des choses que, d'une manière ou d'une autre, j'ai du mal à savoir si c'était elle qui a. Elle est venue à ce moment-là, à ce moment où, d'une manière ou d'une autre, des solutions sont venues à moi. En fait, c'est parce que même la façon dont je l'ai découverte, comme je t'ai dit, je n'ai pas du tout planifié, je n'ai même pas planifié de chercher dans l'annuaire ou autre. Mais ces solutions-là sont venues à moi. L'email pour le programme en ligne de reconnexion est venu à moi à ce moment-là. Donc, je pense que je devais être prête justement pour être ouverte à de l'aide et à un processus de développement personnel. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc, elle est vraiment venue au bon moment, ça c'est sûr. Mais ouais, c'était une des choses que j'ai fait à ce moment-là. D'accord. Ok, donc ça a duré 1 an et demi peut-être avant que tu commences à entrevoir une porte de sortie ou que tu acceptes de recevoir de l'aide justement. Voilà. Et ça a mis combien de temps après pour vraiment t'en sortir? Ouh, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Par contre, le fait que que je puisse me voir changer, eh bien, j'étais tout d'un coup dans une attitude, dans une dynamique. Je sors de là, je suis déterminée, je veux sortir de ça, parce que je sais que quand je sors de ça, un jour, je vais pouvoir aider les autres personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis coach aujourd'hui, pour pouvoir voilà, accompagner des personnes qui ont envie de progresser dans leur vie. Mais du coup, tu vois, genre pendant 1 an, c'était encore difficile, quoi. Enfin, c'était sorti. Donc ça, je crois que c'était du genre mars 2016, disons que ça devait être le moment où je suis allée voir la psychologue, je pense. Et avril 2018, donc 2 ans plus tard, c'est quand j'ai quitté mon travail pour commencer la reconversion professionnelle. Et donc, avant ça, je ne pensais pas que je pouvais quitter mon travail parce que émotionnellement, je n'arrivais pas à quitter mon travail. Je ne me voyais pas sortir dans le couloir et prendre mes affaires et littéralement sortir. Enfin, je ne parle pas je sais pas moi, de la situation financière, de la finition, tous les autres trucs qu'il pourrait y avoir autour de ça. Je parlais littéralement de prendre ma valise et sortir. Je ne pouvais pas me voir faire ça avant janvier 2018. Et du coup, directement, quand j'ai senti ça, eh ben, j'ai annoncé que j'allais démissionner et je me suis inscrite à la formation pro de Flora Deauville. D'accord, ça a changé énormément de choses dans ta vie par la suite, quoi. Voilà. Voilà. Donc il y a eu, j'entends qu'il y a eu des hauts et des bas, mais une force en toi qui t'a permis de continuer et d'aller vers cette porte de sortie, en tous les cas de ton travail, et puis avec l'envie profonde d'apprendre à te connaître et à surmonter plein de choses, quoi, y compris tes émotions. Et Mes émotions, mon histoire familiale. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, comme je te dis, je ne serais jamais allée voir un psychologue avant. Mais en fait, le fait d'avoir commencé par cette première psychologue, et après, en fait, après 1 an, j'ai décidé de ne plus continuer avec elle, mais de chercher d'autres aides. Simplement, je ne sais pas très bien expliquer, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. C'était pas qu'elle n'était pas bonne comme psychologue, c'est juste que moi, dans mon processus,
j'avais envie d'avancer sur d'autres plans. Et du coup, tout à coup, je suis allée voir un homéopathe et je suis allée voir une personne qui faisait des massages de Greenberg, je crois que ça s'appelle, et du coup, qui était en lien avec l'émotionnel. Donc, j'ai fait d'autres accompagnements qui, ensuite, m'ont amené à faire du coaching, à être coachée, pas que être coach. C'est-à-dire que c'était très simple pour moi de décider d'être coachée, puisque j'avais déjà été dans une dynamique où l'accompagnement faisait partie de mes valeurs. Enfin, oui, je comprenais bien le besoin et la valeur que ça peut apporter d'être accompagné sur un sujet très précis. Et c'est aussi un des grands apprentissages pour moi que j'ai fait pendant cette sortie de dépression. C'est du genre, il y avait un des premiers accompagnements que j'ai fait, c'était ridicule, hein. C'était même avant que j'étais allée voir la psy. C'était aller à un coaching sportif pour perdre des kilos, parce que comme par hasard, j'avais pris plein de kilos. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, si je vais voir une diététiste, je ne sais pas comment dire en français. Diététicienne. Diététicienne, eh bien, elle va m'aider à manger plus sainement. C'était ça dans ma tête, ce qui allait se passer. Et en fait, non, son but dans ce cadre-là, c'était dans une salle de sport. Son but dans ce cadre-là, c'était simplement que je perde des kilos. Donc, ce qu'elle me faisait, c'était simplement de regarder ce que j'allais faire pour perdre des kilos. Bon, alors évidemment, il y avait aussi un petit livret qui expliquait un minimum sur la nutrition, mais ce n'était pas du tout la nutrition qui était, qui était approfondie ou qui était adaptée à ma personne ou autre. Enfin, il y avait et c'était très bien, je veux dire, c'était son travail, donc je ne vais pas la critiquer pour faire son travail, mais c'est cet apprentissage-là, cette expérience-là qui m'a aidée à comprendre comment l'accompagnement, c'est vraiment spécifique. Soit je vais voir la diététicienne pour perdre des kilos, soit je vais voir la nutritionniste pour apprendre à mieux manger sainement. Et après, il y aura encore plus de détails si je veux continuer à progresser sur ce sujet-là. C'est ça, tu as appris et tu es devenue plus précise dans tes choix aussi d'accompagnement. Voilà, donc ça, c'était un des apprentissages. Un autre apprentissage qui est intéressant, c'est ce que j'appelle le baromètre de guérison. Et en fait, quand Alma est arrivée, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un rituel avec ma première fille chaque soir pour aller pour partir de la chambre de manière à ce que ma fille puisse quand même puisse s'endormir toute seule, mais que je puisse quand même partir de la chambre. Eh bien, j'étais juste debout à la porte d'entrée de la chambre de ma fille et je chantais 2 chansons, les mêmes chaque jour. Des chansons, c'est du genre coucou les vous. Enfin, ça, c'était la première chanson, et la deuxième, c'est fais dodo, Alice, ma petite sœur. Enfin voilà. Enfin, donc j'avais adapté la chanson pour que ce soit pour mes filles. Donc je faisais ça comme rituel chaque soir, de chanter ces 2 chansons. Et quand Alma est née, ce que j'ai constaté, enfin, c'était pas très compliqué à constater, hein, c'est simplement que je n'arrivais pas à chanter. J'étais devant la porte et je ne pouvais pas sortir des sons. Ça me faisait très mal dans ma tête, je ne sais pas très bien. Enfin voilà, c'était très difficile de pouvoir chanter. Alors je m'y forçais parce que je voulais être là en tant que mère. Donc je ne voulais pas ne pas le faire, mais j'avais du mal. Et en fait, quand j'ai commencé à progresser avec tous les accompagnements, etc., que je faisais, j'ai vu que j'arrivais à chanter plus et à chanter mieux et à chanter plus haut, plus bas, etc. Okay. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est chaque jour un repère qui était concret, qui était objectif, qui était très très clair sur le fait que j'étais en progression, en fait, que j'avais quelque chose qui se passait, même si ce n'était pas parfait, même si ce n'était pas tous les mots, même si ce n'était pas tous les sons, eh bien, il y avait cette progression continue, donc vraiment tangible, de manière hyper tangible. C'est ça que j'ai appelé ensuite le baromètre de guérison, c'est d'avoir
un processus, souvent, je pense que ça peut être fait avec n'importe quel hobby. Pour moi, le hobby, c'était le chant. Mais c'est un hobby où le processus qui est en train de se faire pour développer ce hobby, et en fait, il est carrément aligné avec le processus interne. Bon, là, c'est guérison, mais ça pourrait être au-delà de la guérison plus tard, quand c'est l'épanouissement et le bien-être de la personne. Ok. Voilà. Sacré apprentissage, ça. Voilà, c'est ça. Et tu as appris autre chose encore? Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Alors, de la même manière que un accompagnement, c'est pour un truc précis, donc ça, c'était un apprentissage. L'autre, c'est simplement qu'il y a tellement de sujets à regarder. Parce que quand je me suis retrouvée en dépression, une des raisons pour que ça a pris du temps à sortir de ça, c'est simplement parce que c'était comme j'appelle ça une assiette de spaghettis, et tu prends un spaghetti et tu essayes de l'enlever, et tu essayes d'enlever les uns des autres pour pouvoir démêler le nœud, tu vois. Et donc, il y a le nœud de l'histoire familiale, et il y a le nœud de, de la nourriture, il y a le nœud lié avec ma relation avec mon mari, celui avec mes filles, celui... Parce qu'en fait, comme par hasard, j'avais des programmes dans ma tête, enfin des habitudes dans ma tête de mon enfance qui ne me convenaient pas. Donc un exemple concret, c'est que je me suis retrouvée à donner des fessées à ma grande fille. Je suis contre la fessée. Mentalement, je ne veux pas de fessée. Sauf que le jour où ça n'allait pas, boum, je me retrouvais à donner une fessée à ma fille. Ça vient de quoi? De mon enfance, où moi j'ai reçu des fessées. Et donc, le moment où, en tant que maman, je me sentais, en anglais on dit overwhelmed, mais bon, je ne sais plus comment on dit en français, mais il y avait... Sur chaud, j'imagine. Oui, voilà. Et ben du coup, boum, je me retrouvais à donner une fessée. Quand on constate ça, quand on se voit faire quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire, quand je me suis vue faire quelque chose que je n'avais pas du tout envie de faire, c'est là où j'ai compris que j'avais du travail. Parce que soit je change, soit je change pas, mais il n'y a pas 10 000 solutions. Je veux dire, soit c'est mon automatisme qui a le dessus, soit je reprends le contrôle en observant le problème, en choisissant une autre direction, en étant aussi bienveillante envers moi-même malgré les difficultés, mais en prenant aussi des actions hyper concrètes pour que ça se passe autrement ensuite. Ok. Donc en fait, tu as repéré pas mal de petites problématiques qui pourraient passer inaperçues en fait. Mais du coup, tous les cas, cette dépression t'a fait démêler plein de nœuds que tu ne voyais pas nécessairement avant, quoi. Que tu ne prenais pas de cette manière-là avant. Voilà. Et aussi, une des autres choses, c'est la détermination de vivre. Parce que bon, je n'étais pas dépressive au point de me suicider, mais j'avais quand même des moments qui étaient noirs, dans le sens, j'ai pas de sens, je ne comprends pas ce que je fais, quoi. Je ne comprends pas ce que je fais. Donc, ok, je ne suis pas une personne qui est sur le point de prendre un couteau pour mettre fin, enfin, j'en sais rien, mais il n'y avait pas ce truc physique que j'allais passer à l'action, mais il y avait cet état d'âme qui était très noir. Ça, il y avait ça. Et donc, du coup, de sortir de ça, eh bien, c'était pour mes filles d'abord, évidemment, puisque j'avais envie d'être là pour elles. Et puis aussi, pour les autres, dans le sens, oui, enfin voilà, j'ai envie que tout le monde qu'on ait tout envie de, comme j'appelle mon groupe en groupe Facebook, ose briller ta vérité. On est toutes envie de juste briller, quoi. Juste briller, rien que ça, c'est déjà assez important. C'est super chouette que ton groupe actuel soit inspiré d'une Voilà. ancienne expérience.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que du coup, c'était de l'inspiration pour ce que je fais après, quoi. La motivation, de l'inspiration. Donc, c'était intéressant parce que quand j'étais dedans, j'étais inspirée et motivée par ce qui allait venir après. Et maintenant que je suis plus en dépression, je suis inspirée et motivée par cette expérience-là. Donc, c'est assez intéressant comme constat. Mais oui, donc il y a eu des étapes assez compliquées, comme par exemple, je décide d'aller courir, sauf que sortir de la maison sans pleurer, c'était difficile pour moi à ce moment-là. Donc rien que de sortir de la maison voilà, pour courir, hein, je ne parle pas non plus de faire un marathon, je parle juste de sortir de la maison. Et du coup, ce qui m'a le plus aidé à ce moment-là, eh bien, c'était de repérer comme un radar le moment où où je me sentais capable de le faire, même si je pleurais. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre le moment où j'étais capable de le faire sans pleurer, j'attendais pas ce moment-là. J'attendais le moment d'être capable de le faire même si je pleure. Et là, boum, j'y allais. Et du coup, ça me forçait. C'était un petit peu comme si je cherchais l'élastique. Quand on tire un élastique et qu'on cherche le moment où il est tendu, mais il ne casse pas encore. C'était ça un petit peu, cette attitude-là. Je repérais, je cherchais consciemment, encore et encore, les endroits où c'était tendu, mais ça ne cassait pas. Donc là, c'était l'exemple. Ok, je sens que je peux y aller, même si je pleure. Boum, je mets mes chaussures, j'y vais. Évidemment, je pleure. Alors, comme j'habite dans un petit kibbutz, eh ben, tout le monde se connaît et c'est un peu plus. Enfin, c'est un peu moins connu. Enfin, c'est un peu plus. C'est pas comme dans la ville où personne ne se connaît, quoi. Donc, Oui, c'est ça. plus embêtant. Plus délicat pour toi, ouais. Plus délicat, voilà. Mais voilà, bah, du coup, voilà, j'y suis allée. Alors évidemment, la première fois, j'y suis allée 500 mètres. Mais après, j'y suis retournée. Et puis, il y a du genre, il y a l'endroit du kibbutz où c'est la rue principale. Et il y a l'endroit qui est plutôt avec le champ des bananes. Et il y a moins de monde. Donc, du coup, ça me faisait peur. Mais encore une fois, c'était le même processus. C'est toujours encore et encore ce même processus. C'est quand est-ce que je sens que oui, j'ai peur, mais je sens que je peux le faire. Et boum, j'y vais. Et donc, ça, cet apprentissage que j'ai eu pour les petites choses qui m'ont aidé à sortir de la dépression, c'est une attitude que j'ai aussi aujourd'hui. Tu vois, comme maintenant, avec cette fameuse interview qu'on est en train de faire maintenant, c'est la première fois que je suis interviewée par quelqu'un d'autre. Je suis très honorée que ce soit avec toi. Je ne sais pas s'il y a un an, j'aurais pu le faire, je ne sais rien. Enfin, je ne sais pas. Mais là, je sais que je peux le faire, donc aucun problème. Boum, j'y vais. Donc ça me donne... Oui, vas-y. Ouais, je trouve ça déjà assez courageux d'en reparler. Moi-même qui suis passée par, alors, je suis pas passée par une dépression, mais j'ai été très, très épuisée parentalement, et, et je vois bien que ça a encore un impact aujourd'hui, parfois. Enfin, je le sens, et donc je sais à quel point ça peut être pas évident forcément d'en parler. C'est quand même très courageux de ta part. Moi, je suis ravie que tu puisses en parler avec autant de facilité, voilà, et vraiment d'apprentissage vis-à-vis de ce que tu as vécu. C'est chouette. Ouais, bah oui, bah en fait, c'est vrai que là, je cherche pas forcément encore trop à activement en parler, mais je suis tout à fait OK de le faire. Et d'ailleurs, une chose qui m'a aussi beaucoup aidée par rapport à ça, c'était un livre d'un Anglais. Alors, je suis désolée, j'ai plus le nom du livre. Si je le retrouve, je te le donnerai après, peut-être pour mettre dans la description de la vidéo. Oui. Mais le thème de ce livre, eh bien, c'était, ça s'appelle Lost Connections en anglais. Lost Connections. C'était comme quoi les facteurs de dépression sont multiples et sont souvent sociales, etc. Enfin, des choses que normalement, quand on va voir un docteur, il n'y a pas forcément. Enfin, moi, c'est vrai qu'on m'a demandé si je voulais prendre des antidépresseurs et j'ai refusé en fin de compte de prendre des antidépresseurs. Donc, c'était plus dur. Alors, je ne veux surtout pas, quand je parle de cette expérience par rapport aux antidépresseurs, je n'ai pas d'intention envers les autres personnes. C'est plutôt que moi, mon expérience, comme je me suis vue en train de progresser avec mon fameux baromètre de guérison, même si c'est dur, je savais que j'étais en train de progresser. Et donc, c'est ça qui m'a permis ou m'a aidé à décider de ne pas prendre des antidépresseurs. Mais il y avait un truc qui était aussi intéressant, c'est que
j'avais une amie à cette époque-là, on avait parlé, et puis elle me dit, mais tu sais, tout le monde a le droit d'être heureuse. Donc pourquoi t'en prends pas, quoi? Enfin, t'as le droit d'être heureuse, on a le droit. Et de l'autre côté, il y avait mon mari qui disait non, non, c'est pas bon pour toi, pour la santé, etc. Tu sais pas ce que ça peut être, les effets secondaires ou autres. Donc c'était un sujet un peu difficile de ce côté-là. Et en fin de compte, donc c'était sur la demande de ma psychologue, c'était elle qui avait amené ce sujet-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mon docteur généraliste. Je lui ai expliqué la situation et du coup, elle m'a donné une prescription pour des médicaments, pour un premier truc, un premier médicament initial qui aurait dû être rectifié avec un psychiatre. Et en fait, j'ai décidé du genre de prendre une pilule, enfin voilà, une pilule de ça. Et en fait, mon attitude quand j'ai fait ça, c'est oui, j'ai le droit. J'ai vraiment le droit. Je ne fais pas ça parce que j'ai pas le droit. J'ai le droit d'en prendre, mais je choisis de pas en prendre. Voilà. Donc je suis allée jusque-là, jusqu'à aller voir le docteur. Donc ça veut dire que quelque part, il est écrit que, tu vois, parce qu'avant, c'était la psychologue, elle n'était pas forcément en lien avec mon carnet médical ou autre. Donc là, j'ai vraiment fait la démarche jusqu'au bout. Je me suis annoncée donc, que j'avais cette problématique-là. Donc c'est écrit dans mon record médical. Et aussi, et ben voilà, je suis allée à la pharmacie pour en acheter parce que évidemment chaque étape comme ça, c'est émotionnellement, ça fait ça touche, quoi. Oui. Donc je suis allée acheter les médicaments, j'en ai pris un, voilà, boum. Et bon, je pense qu'avec un, ça n'a pas dû faire beaucoup de différence. Mais au moins, voilà, je suis capable de faire une décision parce que je le fais vraiment parce que je choisis et non parce que j'ai peur d'aller chez le docteur ou peur d'acheter le médicament ou autre. Voilà. Tu l'as fait en conscience, effectivement. Voilà. Okay. Et en paix avec moi-même, puisque, encore une fois, je me voyais progresser petit à petit, même si c'était des petits pas. Alors, une chose que j'ai fait, donc je te dis que mon baromètre de guérison, c'était le chant, c'est que du genre, à chaque fois que j'allais travailler à Herzliya, qui est à 1 heure de chez moi, et j'y allais 1 ou 2 fois par semaine. Donc j'avais 1 heure de route à l'aller et le retour. Et donc dans la voiture, souvent je chantais. Et donc je chantais, mais c'était à l'endroit où je pouvais chanter à ce moment-là. Donc des fois, je ne pouvais pas du tout chanter. Des fois, je pouvais. Et donc, ça veut dire que j'essayais quand même, hein, mais l'émotionnel montait et je me laissais la place de vivre cet émotionnel. Bon, je sais, c'était au volant, c'était pas la chose la plus rationnelle. Et en même temps, c'était parfait puisque j'avais un espace à moi, sans famille, sans travail, sans rien du tout, où je pouvais vivre cet émotionnel et tester mes limites et avancer dans ces fameuses limites. Parce que ce que j'ai compris et ce que j'ai vécu, c'est que plus j'avançais dans le chant, plus ça a impacté ma vie et plus ma vie était, voilà, plus j'avançais dans ma vie, plus le chant avançait. Donc c'était vraiment une relation, un truc qui bougeait des deux côtés en fait, puisque j'arrivais à vivre de l'émotionnel en chantant. Voilà, donc du coup j'ai fait beaucoup de chants qui a été une manière pour moi de, encore une fois, de pousser mes limites, mais aussi de vivre ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Okay. Tu ressentais qu'effectivement, tu avais besoin de vivre tes émotions, et d'avancer avec ça. Okay. Voilà. Et que quand j'arrivais à les vivre, et ben, tout d'un coup, j'arrivais à chanter un peu plus haut, plus bas, etc. Et c'était vraiment marrant cette histoire de baromètre parce qu'il y a tellement d'étapes. Des fois, on se dit, c'est tout simple de chanter, voilà, je fais la 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 la, et puis tu mets des mots dessus, et puis tu chantes une chanson que tu aimes bien et tout. Sauf qu'il y a tellement d'étapes quand on commence à décortiquer le chemin. Il y a l'étape des notes en haut, en bas, il y a l'étape de mettre des mots ou pas, il y a l'étape de suivre une mélodie, ouais, même n'importe laquelle, intuitive. Une mélodie ensuite qui existe déjà, de mettre les mots de la mélodie qui existe déjà, de la chanson qui existe déjà, de partager, de s'enregistrer en vidéo,
de partager la vidéo, de partager avec sa famille, par exemple, si c'est plus compliqué que de partager avec ses amis, ou au contraire, il y aura forcément des étapes qui seront plus faciles que d'autres. Donc, pour moi, je pense qu'un de mes challenges un jour, si je continue d'utiliser ce baromètre de guérison, ça sera de chanter du genre dans un show de télévision où on vient pour Ah oui, c'est haut quand même. Hein. voilà, comme X Factor en Angleterre ou autre. Pour le fun, parce que c'est des shows où c'est pour le fun, quoi. Mais si j'arrive à faire ça un jour, ça montrera justement pour moi le progrès que j'aurais vraiment avancé jusqu'à ce moment-là. Même prendre une professeure de chant, ça a été une étape, d'appeler une prof et de travailler avec elle. Et du coup, évidemment, ça veut dire quoi une étape? Ça veut dire que je suis arrivée et la première chose que j'ai fait, c'est pleurer. Heureusement, elle était très, très bienveillante, etc. Et on a pu, relativement vite, aller au-dessus de ça. Mais c'est vrai que même quand je travaille avec elle, des fois, sur certaines chansons, certaines mélodies qui sont particulièrement touchantes, boum, je me remets à pleurer et bon, elle est là pour moi, quoi. Donc de trouver en fait les accompagnants, c'est là où c'est tellement important, quoi. L'accompagnement qui, même pour le chant, je veux dire, on n'imaginerait pas que le chant, ça soit un endroit où il faudrait trouver quelqu'un qui ait cette capacité à accompagner l'émotionnel humain. Et pour moi, c'était important. C'était hyper important. Et voilà. Ok. Bah, chouette. Je vois tout le parcours en fait de la nana qui est quand même très sensible, voire hypersensible, et qui est passée par une dépression qui lui a fait apprendre beaucoup de choses sur elle. Et tu as dépassé la dépression, mais tu continues à apprendre sur toi et tu continues à progresser. Et je t'ai vu, moi, progresser, parce que du coup, ça fait aussi quelques temps qu'on se connaît maintenant, au final. Parce qu'on s'est rencontrés aussi en stade de développement personnel, donc c'est assez drôle de se retrouver aujourd'hui. Mais voilà, je t'ai vu aussi évoluer et c'est chouette. C'est chouette de te voir évoluer comme ça. Du coup, j'aurais envie de te demander quel conseil toi tu donnerais aux gens, aux femmes par exemple, qui soit sont sensibles, soit vivent mal leurs émotions, soit même font une dépression. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Tout à fait. Alors le premier, c'est simplement la bienveillance envers soi-même, parce que ça paraît tout bête, mais si, franchement, quoi, juste se dire bravo pour tout ce qu'on fait déjà, tout ce qu'on est déjà, tout vraiment, 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 comme une maman qui se prend soi-même dans ses bras, qui prend un enfant dans ses bras, mais là, cette fois-ci, l'enfant, c'est nous. Et donc, de vraiment, vraiment, vraiment voilà, s'accueillir soi-même exactement là où tu es, quoi. Ça, c'est le truc qui est important, quoi. C'est vraiment, on s'en fout là où tu es. Le fait que ce soit dépression 0, que ce soit dépression plus 0, plus 1 ou plus 2, de toute façon, le chemin est long. Enfin, le chemin vers le meilleur de toi-même, c'est un chemin qui est infini, puisque c'est le chemin d'une vie, quoi. C'est top, en fait. C'est top, en fait. Ah oui, d'ailleurs, c'était un truc qui est intéressant par rapport à la dépression. C'est que j'ai comme eu l'impression que c'était comme un ballon, que j'étais comme un ballon qui touchait le fond et qui, du coup, pouvait rebondir, quoi. Okay. Ça, c'était aussi une image qui m'a aidée. C'était que c'était pas pour rien, cette dépression, c'est que ça m'a aidée à rebondir et du coup, à aller vers la meilleure version de moi-même. Donc ça, c'est un conseil. Et le deuxième conseil, c'est vraiment de s'entourer de personnes bienveillantes. Et ça, c'est assez intéressant parce que de trouver ces personnes, souvent, c'est pas mal. Pour moi, ça a pas mal été intuitif. C'est-à-dire que les personnes sont... C'est comme si j'ai développé ma propre manière de trouver les personnes au bon moment. Je pense que tout le monde peut le faire à sa manière. Mais il y avait des trucs qui n'étaient pas
qui n'était pas scientifique, quoi. Je veux dire, le fait que la dame allait faire une conférence 2 jours plus tard, après que ma voisine voilà, parlait de manière pas agréable. Oui. Voilà, c'était tout à fait une coïncidence ou une synchronicité ou je ne sais pas quoi. Mais c'est repérer ce qui est là, en fait, pour nous aider maintenant. Donc, il y a déjà autour de nous des gens, des personnes qui sont capables de nous aider. Et il suffit juste de comprendre qu'on a besoin et d'ouvrir nos yeux pour les trouver. Et ensuite, aussi, il y a aussi une autre partie qui est que quand on fait un accompagnement avec quelqu'un, c'est pas forcément toute la vie. Après 1 an, j'ai dit à la psychologue que j'en avais assez. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que moi, quand je suis rentrée dans le parcours avec la psychologue, j'avais aucune idée combien de temps j'allais être avec elle. Moi, je ne savais pas. J'étais là pour venir pour ma fille. J'avais jamais imaginé que j'allais être avec elle pendant 1 an. C'est un investissement de temps, d'argent, etc., que je ne regrette pas du tout. Mais voilà, au bout d'1 an, j'ai pu constater que je voulais passer à d'autres formes d'accompagnement. Donc, c'est savoir repérer ce qui est présent déjà, ce que nous on veut, c'est un petit peu, voilà, être attentif à ce qu'il y a et savoir ce qu'on a besoin maintenant, bon, un petit peu les deux, mais des fois on ne sait pas en fait. Là, je ne savais pas que j'avais besoin de psychologue. Donc, le fait d'avoir été ouverte à ce qui était là, et ben du coup, quand elle est venue, voilà, j'ai pu la repérer. L'homéopathe, c'était le contraire. Je savais que je voulais un homéopathe. Et le moment où je me sentais capable de l'appeler, en fait. Des fois, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher trop loin. C'est OK, je me sens capable d'appeler l'homéopathe, bah, boum, j'attends pas 10 000 lunes, quoi. Ça ne sert à rien d'attendre 10 000 lunes. C'est plus important d'avancer parce que nous, on en a besoin, parce que nos enfants en ont besoin. Donc ça, c'est aussi un conseil, c'est vraiment de s'autoriser de prendre soin de soi. Parce que de toute manière, ça ne sert à rien de ne pas le faire. Tout le monde perd, quoi. C'est tout le monde perd. Y compris l'entourage, y compris tout le monde. L'entourage, ça, c'est en fait la voisine. S'il y avait une chose qu'elle avait raison, c'est ça. Mais pas forcément la manière dont on l'a fait. Mais c'est clair. Voilà. Et du coup, voilà, aussi bien qu'on est bienveillante envers, on a besoin d'être bienveillant avec qui on est exactement là où on est, eh bien, on ne reste pas dans cette merde, quoi. On a l'opportunité d'être accompagné. Et voilà, moi, je sais que toi, je te connais dans tes accompagnements de coaching. Je vois comme tu sais hyper bien coacher. J'imagine que le fait que tu as été psychologue que tu es psychologue, mais que tu as pratiqué depuis beaucoup d'années, ça fait de toi encore une meilleure coach. Donc, ça, c'est vraiment un atout qui est formidable, quoi, d'avoir aussi bien ce côté d'expertise psychologue que la technique de coaching et l'expérience de coaching que tu as maintenant. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, quoi. C'est ça, on apprend tous, on a tous en fait dans nos bagages une expertise, comme toi tu as aujourd'hui une expertise de la dépression en fait. Et on a tous une expertise, on a tous des qualités, voilà, qui nous permettent justement d'aller plus loin et d'apprendre de soi et puis de donner aussi aux autres. Et c'est ce que j'entends que tu veux me faire aujourd'hui, c'est que tu donnes aux autres aussi, tu permets aux autres d'aller mieux et tu te diriger vers l'accompagnement grâce à ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sortent de leurs difficultés. Et c'est aussi donc pour les accompagnantes qui sont là au service des clientes. Et donc, quand on trouve une accompagnante de cette qualité, voilà, c'est logique. C'est logique de prendre le pas, de faire un premier appel. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est oser que ça marche pas, quoi. Au pire, ça marche pas, mais au moins, j'aurais commencé, quoi. Parce que rester dans la merde, c'est juste bête.
peux le dire, quoi. J'y suis restée oui. 1 an et demi, je crois que j'ai le droit. C'est comme ça, c'est tout. Voilà, Tu voilà, as osé changer les choses, comme voilà, tu oses briller ta vérité aujourd'hui. voilà, voilà. Bon, chouette. Écoute, est-ce que tu as un mot pour conclure cette interview? Bah, surtout, un grand merci, Cathy, pour tout ce que tu fais, parce que j'ai vu que tu fais beaucoup d'autres interviews. Donc, je trouve ça vraiment génial comme approche de vraiment d'apporter beaucoup de qualité à tes auditrices. Donc, merci de ce que tu fais et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à toi, Marion. Vraiment, un grand, grand merci pour avoir partagé ton expérience. Et l'idée, c'est que ça parle aux gens et qu'ils se reconnaissent aussi là-dedans pour voir comment tu as fait pour t'en sortir et que tu inspires aussi les autres. Donc, merci beaucoup. Je te dis, toi, à très vite pour la continuité de notre mastermind. Tout Et à fait. puis, voilà, je dis à bientôt et à très vite aux autres. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.